N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vladimir Poutine est assurément l'un des chefs d'État les plus influents et les plus puissants de la planète, depuis qu'il règne quasiment sans partage sur la Fédération de Russie. Mais ce que l'on sait moins sur Poutine, c'est qu'il est également l'homme le plus riche du monde, n'en déplaise à Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Bill Gates. Le maître du Kremlin serait en effet à la tête d'un patrimoine littéralement prodigieux qui s'élèverait, selon certains, à plus de 200 milliards de dollars. Ce chiffre astronomique pourrait d'ailleurs croître davantage étant donné que Vladimir Poutine ne cesse d'amasser des fortunes colossales dans l'exercice du pouvoir. Le président russe n'a néanmoins pas perdu sa discrétion d'ancien espion du KGB, ce qui fait que sa vie privée ainsi que sa fortune personnelle demeurent des secrets jalousement gardés. Nous avons donc mené notre petite enquête afin de percer le mystère le plus insondable du Kremlin et tenter d'en savoir plus sur la richesse de ce tsar des temps modernes. Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir comment Vladimir Poutine dépense ses milliards. Allez, on commence. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né le 7 octobre 1952 dans la ville de Leningrad, qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Pétersbourg. Il est le troisième enfant du couple formé par le soldat Vladimir Spiridonovitch Poutine et sa jeune épouse Maria Ivanovna Poutina. L'Union soviétique venait juste de sortir de la Deuxième Guerre mondiale et les affres de celle-ci se lisaient encore sur la quasi-totalité des visages. La misère et la destruction étaient partout, et les parents du petit Vladimir devaient suer sang et eau à l'usine ferroviaire de Leningrad afin de pouvoir nourrir leurs enfants. Le jeune garçon grandira ainsi dans la misère communiste stalinienne, entouré de parents aimants et attentionnés, certes, mais à la limite de l'indigence et de la pauvreté la plus noire. Le petit Vladimir parviendra néanmoins à faire ses études dans de très bonnes conditions tout en pratiquant divers sports de combat, dont le sambo, un art martial russe où il excellait tout particulièrement. Durant son temps libre, le jeune garçon qui se passionnait pour les sciences humaines lisait des ouvrages de philosophie et d'anthropologie, rédigés par des auteurs tels que Karl Marx, Friedrich Engels ou Lénine. Plus tard, Poutine allait s'inscrire à l'université de Leningrad, où il allait suivre des études de droit et où il allait découvrir les œuvres d'autres auteurs tels que Thomas Hobbes, John Locke et Emmanuel Kant. Il obtiendra finalement son diplôme en 1975 et rejoindra directement les rangs du KGB, l'emblématique service de renseignement de l'ex-URSS, réalisant ainsi un rêve d'enfance. Car à vrai dire, le jeune Vladimir cultivait une véritable passion pour le métier d'espion et il adorait par-dessus tout lire des romans d'espionnage. Alors qu'il n'avait que 16 ans, ce dernier s'était même présenté à la porte de l'antenne locale du KGB à Leningrad, demandant à être incorporé comme agent. Les gardiens s'étaient moqués de ce pauvre et chétif adolescent en haillons, tout en admirant sa ténacité et sa bravoure. Mais ils ne pouvaient pas savoir que se tenait devant eux leur futur patron, car le jeune Poutine était bien déterminé à devenir espion. Il intégra donc la direction du KGB pour la ville de Leningrad et sa région, où il servira pendant plusieurs années dans le service du contre-espionnage local, gravissant peu à peu les échelons de la hiérarchie. À compter de l'année 1985, le jeune officier du KGB est muté à l'étranger dans la ville de Dresde, en RDA, où il tient un poste d'employé consulaire qui lui sert en fait de couverture. Le jeune Vladimir Poutine avait en effet pour mission de recruter des espions en tant que major des services secrets russes. Mais après la chute du mur de Berlin et le démantèlement des installations du KGB en RDA, le jeune espion retourna au bercail comme tant d'autres de ses collègues. Vladimir Poutine revint donc à Leningrad, mais il est clair que ce n'était plus le même homme, car ses années de service en territoire étranger lui avaient forgé une forte personnalité et lui avaient permis d'accumuler une expérience considérable en matière de psychologie du comportement. Le jeune lieutenant-colonel du KGB avait en effet appris énormément de techniques et de connaissances lors de l'exercice de son métier d'espion et il espérait sincèrement pouvoir les mettre à contribution pour le bien de son pays. Cette occasion se présentera d'ailleurs bien plus vite qu'il ne le croyait puisqu'il devient le conseiller aux affaires internationales d'Anatoly Sobchak, le maire de Leningrad et ancien professeur à la faculté de droit. C'est donc en 1991 que Vladimir Poutine allait se lancer dans la politique, un choix qu'il n'allait absolument pas regretter. Son ascension politique allait en effet se poursuivre durant les années 1990 et Poutine réussit à s'imposer comme l'une des personnalités les plus influentes en Russie. Avec son génie politique et ses méthodes ingénieuses héritées de son passé d'espion, Poutine arrive à se hisser jusqu'aux plus hautes sphères de l'État russe. Dès 1996, il intègre le cercle présidentiel en étant nommé adjoint au directeur des affaires de la présidence et devient ainsi un proche collaborateur de Boris Eltsine, le président de la Fédération de Russie. En août 1999, Vladimir Poutine est nommé président du gouvernement, soit le deuxième poste d'autorité dans le pays. Et déjà, il était devenu plus puissant que le président lui-même.
C'est donc sans grande surprise que Boris Eltsine décida d'abdiquer sa place au jeune et téméraire prétendant qui devint ainsi président par intérim le 31 décembre 1999 avant de finalement être officialisé le 26 mars 2000. Vladimir Poutine, l'ex-espion aguerri du KGB, accéda ainsi au pouvoir par sa plus grande porte. Et il était bien déterminé à le conserver coûte que coûte. En l'espace de 2 décennies, Poutine régnera en effet tel un tsar sur la Fédération de Russie, briguant les mandats successifs avec une écrasante majorité et avec comme principal leitmotiv la restauration de la puissance de l'ex-Union soviétique disparue en 1991. L'ex-officier du KGB participera ainsi à l'essor de l'économie russe, en luttant contre le système oligarchique et en défavorisant les milliardaires qui s'étaient enrichis durant la période précédant la chute de l'ex-URSS. Utilisant des techniques de coercition parfois très brutales, Poutine arrive à se faire respecter et craindre par ses oligarques qui commencent alors à lui obéir au doigt et à l'œil. Et grâce à cette manne financière, le président russe arrive à développer une économie florissante qui permet la naissance de bon nombre de PME, ainsi que des millions d'emplois directs et indirects. Sa popularité atteint alors des sommets, car pour la majorité des Russes, il représente ce retour inespéré de la grandeur et de la puissance de la Russie, ainsi que son rôle majeur dans le concert des nations. Il est ainsi perçu comme cet homme fort dont on avait tous besoin pour redresser la situation qui était devenue catastrophique avec les anciens dirigeants, trop mous et trop corrompus. Et grâce à Poutine, la Russie était de nouveau une superpuissance, crainte et respectée au-delà des océans, et qui participait de plein pied au développement mondial. Mais si la majorité de la population russe admire Vladimir Poutine et l'adore au plus haut point, les oligarques qui l'a spolié, eux, ne lui prêtent pas tant d'affection. Car il faut dire que le maître du Kremlin n'a pas vraiment été tendre avec eux, puisqu'il les a quasiment délestés de la moitié de leur fortune pour certains, tandis que d'autres ont carrément été ruinés et jetés en prison par ses soins. Le cas de l'oligarque Mikhail Khodorkovsky est d'ailleurs un parfait exemple de la mainmise de Poutine sur les richesses de ces milliardaires. Khodorkovsky, dont la société Yukos représentait 17% de la production pétrolière russe, était en effet considéré comme l'homme le plus riche de Russie, avec une fortune estimée à 3,7 milliards de dollars. Mais en octobre 2003, le ciel tomba sur la tête du pauvre malheureux qui fut condamné pour fraude et évasion fiscale et envoyé manu militari en prison. Son entreprise lui fut alors littéralement dissoute, ainsi que son immense fortune qui a probablement atterri dans l'escarcelle de Poutine. Le sort réservé à Khodorkovsky a été une véritable leçon pour les autres oligarques du pays qui ont bien compris la nécessité de devoir partager leurs richesses avec le président russe. Un accord tacite fut ainsi conclu entre les milliardaires russes et Vladimir Poutine, et qui consistait au partage 50-50 de leur fortune avec lui. Le marché était suffisamment équitable pour eux car, dans le cas contraire, ils risquaient de tout perdre finalement, et de se retrouver au goulag. En effet, soit tu donnes la moitié de ton argent à Poutine, soit tu perds la totalité, ainsi que la liberté ou même la vie. Autant dire que les oligarques choisirent la première option, qui leur garantissait tout de même de garder quelques milliards et de ne pas être jetés en pâture au loup. Ainsi, suivant ce système machiavélique, le maître du Kremlin serait devenu l'homme le plus riche du monde, puisqu'il aurait spolié pas moins de 200 milliards de dollars. Le calcul est très simple en effet, il suffit d'additionner les fortunes nettes de tous les oligarques russes, puis de les diviser par 2. Cela nous donne ce chiffre stratosphérique de 200 000 millions de dollars, qui ont directement atterri dans les caisses du président russe. Bien évidemment, cette fortune doit être encore plus conséquente puisque Poutine est toujours le seul maître à bord en Russie, et il y détient ainsi un pouvoir quasiment absolu. Rien ne l'empêche donc de faire fructifier son argent, d'autant plus que l'économie de son pays est devenue plus florissante et qu'il y a plus d'opportunités d'affaires. Paradoxalement donc, Poutine est arrivé à s'enrichir lui-même tout en contribuant à enrichir les citoyens de son pays, ce qui en quoi révèle d'un exploit unique en son genre dans toute l'histoire des civilisations humaines. Mais si Poutine est à la tête d'une telle fortune, comment se présente alors le quotidien de l'homme le plus riche de la planète et probablement de l'univers tout entier? En effet, avec plus de 200 milliards de dollars en poche, et dans une époque où quasiment tout est monnayable, on peut résolument dire que Poutine est incontestablement le maître du monde. Il peut en effet acheter tout ce que bon lui semble et la différence ne se verrait même pas sur son compte en banque. Ainsi, Vladimir Poutine peut se vanter de posséder l'une des demeures les plus luxueuses au monde, le fameux palais de Poutine, ou, sous son nom officiel, la résidence du Cap Idokopa. Situé au bord de la mer Noire, à Gelendzhik, dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie, ce manoir est en effet une véritable débauche de luxe et de faste, tel qu'on en a rarement vu dans le pays. Avec ce palace hors norme, Vladimir Poutine dépasse de loin les plus grands tsars qui se sont succédés en Russie, bien que ces derniers étaient connus pour leur extrême richesse et la magnificence de leur palais. La résidence du Cap Idokopa couvre une superficie de 17 691 m², avec un verger de 2500 hectares où sont plantés des orangers. La demeure dispose en outre de 2 héliports,
d'une patinoire souterraine permettant de jouer au hockey sur glace, d'un grand étang, d'une piscine, d'un casino, d'une salle de théâtre. Le bâtiment est si grand d'ailleurs qu'il possède même sa propre centrale électrique, afin de couvrir les besoins énormes en énergie. Et pour compléter ce tableau quasiment surréaliste, le palais dispose d'un port privé, prévu pour accueillir les yachts de Poutine et de ses invités, ainsi qu'une église et plusieurs bâtiments pour loger le personnel. La superficie totale du palais couvre 7000 hectares, soit pratiquement 39 fois la taille de la principauté de Monaco, et aurait coûté la petite bagatelle de 1,12 milliard d'euros. Ainsi, même en possédant l'une des demeures les plus luxueuses de la planète, Vladimir Poutine n'aurait dépensé que 0,5% de sa fortune totale pour l'acquérir. Mais il faut bien se rendre à l'évidence que le palais de Poutine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le président russe posséderait en effet une bonne vingtaine de palaces et de résidences luxueuses disséminées à travers tout le pays et probablement aussi à l'étranger. Vladimir Poutine disposerait également d'une flotte d'hélicoptères qui compte plus de 15 appareils dernier cri, ainsi que d'une collection de jets privés qui, eux, sont au nombre de 43. Le maître du Kremlin possède également une grosse flotte de yachts et de paquebots ultra luxueux et dont la valeur totale pourrait représenter le PIB d'un petit pays africain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable parcours de Vladimir Poutine qui l'a mené de l'indigence et la misère les plus noires vers la richesse la plus exubérante qui se chiffre en centaines de milliards de dollars? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.